Club Média 7, bonsoir. Martin Rodriguez, reçu en audience par le président Patrice Talon. L'économie béninoise à l'ère de la rupture. Le contrat liant l'État béninois à la société cimentière Nosibé. Voilà l'essentiel de l'actualité que nous allons écumer sur ce plateau. Invité Alexis Azonwakin, promoteur du magazine panafricain Leader d'Afrique. Bonsoir Alexis. Bonsoir cher ami. Ouais, et puis en face de Alexis, Arnold Bianzé, directeur de publication du quotidien La Priorité. Arnold, bonsoir. Bonsoir Mesmin et bonsoir aux amis téléspectateurs. Oui, tout de suite, nous allons commencer avec 7 jours au Bénin. Voici la revue de presse. La revue est signée William Tchoki. Comment va l'économie béninoise un an après la prise du pouvoir de la coalition de la rupture? L'Argentine nationale a tenté de répondre à la question. Il était face à 3 de nos confrères pour donner réponse aux multiples questionnements des Béninois. Pour le potentiel, le ministre de l'économie et des finances défend un bilan économique prospère. Dans cet entretien, Wadayi n'a pas manqué de faire certaines révélations. Selon l'investigateur du jour, les agents de l'État ont dilapidé plus de 2 milliards de ressources. D'autres encore louent leur propre véhicule à l'État. Les PTA servaient de base pour le clientélisme. Pour Fraternité, c'est le bilan de la politique économique du Bénin qui est passé au scanner à travers l'émission Bénin révélé. Le Bénin va mieux, conclut le meilleur, se référant au renouvellement du programme du FMI qui a reconnu les efforts d'assainissement économique du Bénin. Au Palais de la Marina, c'est une rencontre inédite, relaye les quotidiens. 2 ennemis jurés d'hier ont décidé de tourner la page. Rodriguez chez Talon. L'annonce a été faite par Fraternité. Elle qualifie la rencontre d'un nouveau départ pour le développement du Bénin. Pour le progrès, c'est une réconciliation au nom de la République. Des ennemis politiques d'hier se sont serrés la main, constate le quotidien. Le premier opposant déclaré au lendemain du 6 avril 2016 serait en train de ravaler sa vomissure. Le quotidien Notre Temps dit plutôt qu'il a été séduit par l'engagement du président de la République. C'est une rencontre inédite, souligne La Priorité, qui titre Talon Rodriguez, la paix des braves. Afrique Express nous informe qu'il y a eu des échanges fructueux et avantageux entre les deux hommes. La nation renchérit en ces thèmes. Des questions de développement étaient au cœur des échanges. Talon et Rodriguez ont donné l'exemple, écrit Fraternité à Javon. Yahi et d'autres devraient s'en inspirer, conclut le quotidien de Ménotin. Et parlant de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon, le jeu de la réponse du berger à la bergère se poursuit entre le collectif des avocats et l'administration douanière. C'est au moins le constat que nous révèle le meilleur après la sortie médiatique des responsables de la douane béninoise sur l'affaire cocaïne. Le collectif des avocats de Sébastien Javon réagit et apporte un démenti formel. La Nouvelle Expression, elle, partage avec nous une nouvelle réplique du chef brigade de douane port et titre Marcelin Lauro clarifie, même information donnée par le Télégramme. À l'Assemblée nationale, on se préoccupe du contrat entre la nouvelle cimenterie du Bénin Nosibé et l'État béninois. La convention qui lie l'État à la société n'est pas claire au dire de la nation. Cette convention accorderait d'énormes facilités et des exonérations extraordinaires, poursuit le quotidien du service public. Enfin, la position du gouvernement sur le dossier de Nosibé est connue, lance Fraternité. Le quotidien nous livre dans ses colonnes la réponse du gouvernement qui reconnaît que la société respecte les normes environnementales. Seulement, les mesures exceptionnelles prises par la Convention sont de nature à créer des disproportions. Il est à craindre, écrit le quotidien, que cela agit sur la qualité du ciment fabriqué par les différentes usines opérant au Bénin. Le député Barthélémy Kassa, à la une du quotidien Le Meilleur, a donné certaines clarifications. Il estime qu'il y a eu parfois de l'intox dans ce dossier et invite ses collègues à privilégier l'intérêt général. Il s'étonne aussi que ses collègues députés, en ce qui concerne la pollution environnementale, ne parlent que de la société Nosibé, alors qu'il y a d'autres cimenteries qui polluent énormément l'environnement. Théophile Senou, directeur exécutif de l'Union régionale des coopératives d'aménagement rural Grand Gonvie, et 2 autres agents sont arrêtés. C'est la Nouvelle Tribune qui donne l'information. Ils ont été emprisonnés pour mauvaise gestion à l'UK Grand Gonvie. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. À dimanche prochain.
Merci à vous, William Tchouki. Arnaud Benzin, 2 ennemis d'hier viennent de tourner la page. Je fais allusion à la rencontre Patrice Talon, Rodriguez. Certains parlent même d'hier de réconciliation et question. Peut-on dire que Martin Rodriguez a ravalé ses propres vomissures? Bon, le dit serait aller trop vite en besoin, mais néanmoins, il faut quand même saluer cette démarche des 2 personnalités en cause. Vous savez, moi, je suis tout simplement admiratif de ce que ces 2 personnalités ont oublié, chacune en ce qui la concerne, son ego pour désormais faire prévaloir tout ce que chacune d'elles, en termes de ces personnalités bien sûr, tout ce que chacune d'elles peut apporter pour le développement de ce pays. C'est de cela qu'il est plutôt question, à mon sens, parce que nous ne l'oublions pas, on a cité ça dans la revue, les 2 étaient des ennemis jurés. Et au lendemain même de l'élection du président Patrice Talon, son tout premier opposant déclaré était Martin Rodriguez. Il était même devenu, du coup, acteur politique majeur. Il a créé un parti politique et il s'est aligné rapidement à la gauche de sa gouvernance pour le critiquer de façon verte, il a affirmé à l'époque. Et depuis lors, il a certainement entre griffes regagné le maquis. Il n'était plus au pays depuis quelques mois. Et revoir ce monsieur en audience avec le président Patrice Talon, c'est forcément une très bonne rencontre qui augure de lendemain radieux pour le Bénin, si tant est que cette nouvelle dynamique qui est en train de naître est maintenue en l'état. Maintenant, vous savez que nous sommes au Bénin et les démons de la division sont toujours aux affûts. Justement, il n'y a pas encore réconciliation en tant que telle. Peut-on dire parler de réconciliation, Alexis Azonrakien? Ce qu'il faut saluer ici, c'est d'abord cette belle image que ces 2 personnalités ont faite à l'humanité entière. Parce que vous savez, nous, en tant que Béninois, c'est toujours la mode dans l'âme que nous assistons à des déchirements, des conflits entre acteurs économiques et pouvoir central. Parce que quand ça se passe ainsi, c'est toujours l'économie de notre pays qui reçoit un coup. Et lorsque, au beau milieu du parcours, on décide de faire table rase du passé, de se donner la main, de s'asseoir autour d'une même table de négociation pendant des heures et des heures, et qu'à la fin, l'un des acteurs majeurs estime que l'accueil qui lui a été réservé est d'une élégance extrême, moi je pense qu'il faut saluer cette démarche. Maintenant, on ne peut pas s'asseoir pendant des heures sans décider d'un certain nombre de choses. Et donc, je voudrais que c'est un peu ça qui nous tue. De part et d'autre, il faut que si en temps des engagements ont été pris, que de part et d'autre, les uns et les autres puissent les respecter pour l'avenir de notre pays. Parce que nous n'allons pas continuer quand même à assister à des déchirements, à ne pas en finir. Ces bons qualitatifs qui viennent par moment nous surprendre doivent être maintenus. Pour la dynamique du développement de notre pays, je pense que nous devons pouvoir continuer à nous donner la main pour aller de l'avant. Oui, saluer donc le geste, mais à supposer donc qu'ils se soient réconciliés. Qu'est-ce que cette réconciliation serait en train de cacher? Oui, forcément, ça doit forcément. Il y a beaucoup de non-dits dans cette réconciliation parce qu'il ne faut pas oublier que le roi de Niki, Naina III, est allé en audience est reçu en audience par le président de la République quelques jours avant cette rencontre historique entre les 2 ennemis jurés. Il y a eu cette rencontre quand même au sommet avec le roi de Niki. Niki, il ne faut pas oublier que c'est la ville qui héberge entre griffes l'une des plus grosses usines d'égrenage de coton qui appartient à Martin Rodriguez. Il ne faut pas oublier également que la campagne cotonnière en cours a connu quand même une situation un peu malencontreuse parce que cette usine qui appartient à M. Martin Rodriguez a refusé par exemple dégrainer le coton à lui dévolu parce que l'AIC a organisé la campagne de telle sorte que toutes les usines qui opèrent dans ce domaine au Bénin, chacune des usines a eu sa part de coton à égrener. Mais à l'époque, pour l'usine de Niki qui appartient à Malan Coton Industrie, cette entreprise qui appartient à Martin Rodriguez, les transporteurs étaient même au bord du gouffre à l'époque. Ils avaient crié à l'époque, ils avaient crié au secours parce que, imaginez un peu, ils ont fait la route aussi difficile pour envoyer leur cargaison au niveau des usines et à l'usine, on leur a refusé maintenant l'entrée à l'usine.
raison pour laquelle on avait soupçonné à l'époque même qu'il y avait des mains invisibles qui voulaient saboter cette campagne qui était quand même partie sous de très bons auspices. Donc, il ne faut pas oublier ça. Parce que quand on parle de coton, c'est pratiquement ce qui nourrit même la jeunesse au niveau de Niki. Et c'est ce refus délibéré de cette usine d'égrener la dose de coton à lui dévolue créait, à mon sens, beaucoup de problèmes sociaux au niveau de Niki. Et on était même pratiquement à quelques doigts de l'implosion sociale. Et cette descente du roi de Niki, certainement, on a maquillé cela, on n'en a pas parlé du tout. Et je suis sûr que ça fait partie peut-être des choses, des éléments déclencheurs de cette rencontre. Maintenant, il y a une autre chose. Et ça veut dire que la réconciliation profiterait plus à Niki qu'à Martin Rodriguez. Cette réconciliation, d'abord, ça profite à Niki en termes d'emploi qui vont être repris par cette jeunesse, disons, aux abois. Ça fait c'est un gain quand même à ne pas négliger pour la ville de Niki et pour sa jeunesse. Et pour M. Martin Rodriguez également, parce qu'on est en affaires, on investit pour gagner de l'argent. Donc, il ne va pas égrener ce coton-là pour ne pas faire des profits. Donc, pour lui également, c'est beaucoup de bénéfices. Et pour l'État également, parce qu'il ne sert à rien de laisser, ces tonnes de coton à la mouille aux différentes intempéries, alors qu'entre-temps, quand on était encore avec le régime de la refondation, il ne faut pas oublier que nous avons assisté quand même à une guerre permanente, pratiquement, la durée du second mandat où le coton ne nous a rien donné. Donc c'est la première expérience du coton avec la nouvelle gouvernance à la tête de notre pays. Et vous avez vu un peu le résultat, on est à plus de 400 000 tonnes. Donc c'est quand même une façon de dire que le coton est en train de renaître de ses cendres. Donc il faudrait que toutes les voies, toutes les compétences qui devraient être rassemblées pour que nous allions d'un bond en avant par rapport à cette culture qui a quand même fait notre fierté il y a pas tellement longtemps. Il faudrait que toutes ces voies, toutes ces compétences soient toujours ensemble pour que nous allions maintenant, nous touchions du doigt le développement. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, l'autre chose qui n'est pas dite par rapport à cette rencontre, il y a eu de la médiation. Vous savez que quand deux éléphants se battent, c'est toujours les menus frettins qui en font les frais, certes, mais il y a également que dans ces cas de figure, des voix ne manquent pas de s'élever pour tenter la médiation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Martin Rodriguez, quand il est parti du Bénin, il sait maintenant, il a quand même choisi son quartier général en Côte d'Ivoire où il investit beaucoup. Et quand on fait le rapprochement entre Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, et le président Patrice Talon... que vous voulez dire qu'il est en position de faiblesse et qu'il a besoin d'une main secourable. Qui ça, Martin Rodriguez? Oui. Pas du tout. Martin Rodriguez est en pole position aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire où il a élu... Au Bénin, il a besoin d'une main secourable. Je ne refuse pas, mais je suis sûr que la première démarche de réconciliation, soit c'est dans les deux sens. Il ne faut pas imaginer que c'est dans un seul sens et que c'est Martin Rodriguez seul qui allait peut-être demander le soutien ou bien peut-être le soutien ou bien l'appel à la réconciliation au niveau du président Ouattara. Autant du côté du président Patrice Talon, parce qu'il ne faut pas oublier que le refus d'égrener le coton par l'usine de Niki a quand même créé beaucoup de déboires pour la campagne cotonnière en cours. Donc, autant Martin Rodriguez a fait peut-être le premier pas, je présume qu'au niveau du président Patrice Talon, le pas n'a pas été moins fait non plus. Alors, ça c'est son point de vue. Réconciliation au nom de quoi? Au nom de la paix, au nom des intérêts personnels ou au nom de la République? Non, je pense fortement que ce qui s'est passé la dernière fois est la preuve de ce que dans l'œuvre de reconstruction nationale, aucune force ne sera de trop. Et le président Patrice Talon, en tant que père de la nation, doit pouvoir être à l'affût et savoir là où dénicher des compétences pour l'appuyer dans la gigantesque œuvre de reconstruction dans laquelle il s'est retrouvé. Vous savez, au sorti de cette rencontre, Martin Rodriguez affirmait que les échanges ont tourné autour des investissements actuels et futurs. Et pour qui connaît un peu le parcours de cette personnalité, de Martin Rodriguez, j'allais dire, je pense qu'il a des entrées dans des milieux financiers internationaux, aussi bien, disons, au plan africain que mondial. Et donc, je pense que c'est un compatriote dont nous avons besoin pour reconstruire ce pays. Et autant qu'il est possible que nous puissions les associer à cette œuvre, il faut toujours faire en sorte que la main soit tendue. Et c'est là qu'il faut féliciter le président de la République qui a compris qu'au lieu que de continuer à entretenir, disons, ce clivage qui est né en temps, vous savez, qui a passé longtemps, un complexe hôtelier qui appartenait à la gestion de Martin Rodriguez est revenu dans le giron de l'État. Autant de choses qui ont fait que Martin Rodriguez, c'est tellement être en froid avec le pouvoir actuel,
Mais le fait de s'asseoir autour de cette même table de négociation pour parler, pour dialoguer, je pense que c'est ça qui est le fondement de ce, décristallisation de l'atmosphère. Donc, il faut le saluer fortement et espérer que cela puisse continuer. Parce que dans le pays, peut-être qu'il y a encore d'autres opérateurs qui sont en froid avec le pouvoir actuel. Et il faut faire en sorte que les deux parties en cause puissent s'asseoir finalement. Parce que c'est encore là de l'avenir de notre peuple qu'il s'agit. Il ne s'agira jamais, disons, des intérêts personnels du président Patrice Talon ou des intérêts personnels de Martin Rodriguez, mais c'est du pays qu'il s'agit. Et il faut faire en sorte que l'image de ce pays soit sauvegardée et intacte. Et il l'a dit, et vous l'avez dit aussi, en quoi est-ce que la mise en commun de ces énergies pourrait profiter au développement de notre pays? Non, on ne peut pas aller au développement du pays dans la division. Vous le savez, encore que le programme d'action du gouvernement qui a été lancé avec la manière la dernière fois requiert quand même pour sa réalisation la conjugaison de tous ces efforts-là, de toutes ces compétences, comme je le disais tantôt. Donc une compétence comme Alexis vient de le dire, une compétence comme Martin Rodriguez, c'est quand même un poids lourd pour notre économie. Et lui-même l'a dit à sa sortie d'audience qu'il n'y a pas de pays prospère sans hommes d'affaires prospères. Ouais, donc, pour boucher, pour que la jarre trouée puisse contenir de l'eau, il faudrait que chaque doigt puisse être reconnu à sa place. Il faut mettre chaque chose, chaque maillon de la chaîne, disons, dans son rôle. C'est ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Maintenant, il ne faut pas oublier que les rapports disons, conflictuel entre le président de la République et Martin Rodriguez ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis plus de 20 ans qu'il y a ce conflit latent entre ces deux, depuis le règne du président, du feu président Mathieu Kérékou, et c'était toujours autour du coton. Vous voyez un peu donc. Dites-nous, cette rencontre ayant eu lieu, est-ce que dans les prochains jours, on peut avoir effectivement donc un axe Talon-Rodriguez? Oui, on est en droit de l'espérer. Mais rien n'est moins sûr. Nous sommes sur le terrain politique où tout est possible. Il y a les avatars d'une telle réconciliation qu'il ne faut pas éluder non plus. Donc, il faut prier. Il faut rester peut-être dans cette démarche, prier pour que ce qui vient de commencer, plus rien ne vienne entraver sa marche vers l'avant. C'est ce que peut-être nous pourrions espérer pour l'instant. Alexis Azoulay, croyez-vous que Sébastien Adjamon puisse mener la même démarche et aller vers le chef de l'État? Tout est possible. Moi, je dis toujours que entre les hommes, il n'y a pas de chemin de non-retour. Tant que nous avons encore le souffle divin qui circule en nous et que nous avons cette possibilité de voir l'autre en face, il est toujours possible que l'on puisse, à un moment donné, faire table rase avec le passé. Surtout lorsque nous avons l'intérêt de notre pays en jeu, je pense qu'il est toujours possible que les uns et les autres puissent se donner la main. Si la démarche ne provient pas du président Patrice Talon, du président Adjamon, comme je le disais tantôt, le président Talon est le père de la nation. En tant que bon père de famille, il est possible que lui puisse faire la démarche. Cela ne va le diminuer en rien. Bien au contraire, ça va le rehausser sa cote de popularité aux yeux des Béninois que nous sommes et montrera que c'est un homme en qui nous pouvons faire confiance pour continuer à le soutenir pour la réussite de son PAG. Oui, alors revenons donc à Martin Rodriguez. Quid de ses usines, quid de son hôtel, Benemarina Hotel? Vous savez que discuter quand même avec quelqu'un comme ça, quelqu'un qui s'est fait quand même votre opposant numéro 1 déclaré juste après votre investiture au pouvoir, discuter avec lui pendant plus de 3 heures d'horloge. Croyez-vous que cela puisse revenir dans son patrimoine? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à ce rendez-vous-là. C'est sûr, il n'y a rien à dire à ce propos. Et entre autres choses, il doit y avoir forcément cet hôtel qui est retourné dans le giron de l'État de la plus belle des manières. Ce n'est pas une rétrocession arbitraire, je présume, parce que avant même cet acte de rétrocession, il y a quand même eu beaucoup de déballage au sein même du personnel de cet hôtel. À l'époque, le syndicat Maison est monté au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses et le pouvoir n'avait d'autre alternative que d'y aller de manière forte. Donc, Martin Rodriguez lui-même, encore qu'il n'a pas abordé trop cette question-là à sa sortie d'audience, mais sûrement dans les échanges... Disons qu'il a été prudent à sa sortie, il ne voulait même pas parler. Naturellement, parce que chat échoué craint l'eau froide, comme on le dit. Donc, Martin Rodriguez, il n'y a pas mieux qui connaisse Patrice Talon
que d'autres Béninois. Donc, il le connaît très bien parce que les deux sont, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont des acteurs majeurs de la seule culture de rente que nous avons au Bénin. Donc, ils se connaissent de très vieille date. Donc, aller à une négociation pareille, je suis sûr qu'ils se sont dit toutes les vérités possibles et que dès lors, parce que c'est des vérités dites devant témoins. Il ne faut pas oublier qu'à cette audience, il y avait des émissaires ivoiriens présents. Donc, c'est sûr que comme je le disais tantôt, que le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire n'est pas resté trop loin de cette rencontre-là que nous avons quand même appréciée au Bénin. Donc on attend les jours, mois, semaines à venir pour peut-être être édifié. Deuxième sujet, l'Argentine nationale a effectué une sortie médiatique en début de semaine. Alexis Azouaké, vous avez suivi son intervention. Et quel décryptage en faites-vous? Non, il faut déjà saluer la démarche. Parce que ce qui est fondamentalement mauvais au Bénin, c'est que nous ne communiquons pas véritablement sur des enjeux majeurs de notre pays. Et vous savez que lorsque vous ne communiquez pas, lorsque vous ne dites rien, vous laissez place aux rumeurs, vous laissez place à beaucoup de choses qui trottinent dans la tête de nos compatriotes. Et cette sortie du ministre de l'économie et des finances est salutaire parce que... en quoi le bilan qu'il a fait serait prospère? Non, mais votre avis sur le bilan qu'il a présenté. Il faut d'abord le créditer de la bonne foi, parce qu'un ministre des Finances de son rang sorte pour avancer un certain nombre de données, un certain nombre de faits, un certain nombre de réformes majeures qui sont pour la bonne avancée de notre économie. Il faut le créditer de la bonne foi. Ensuite, je pense qu'il a parlé d'un certain nombre de tas de notre administration qu'il a pu relever du fait des réformes qu'il a engagées dans le système financier de notre pays. Et là-dessus, je pense qu'il faut continuer et maintenir la dragée haute parce que lorsque vous commencez et que subitement vous vous arrêtez en si bon chemin pour laisser la belle œuvre s'estomper, ce n'est pas bon parce que vous savez que l'administration béninoise souffre d'un certain nombre de maux. Ça, on ne se le cache pas pour le dire. Mais il faut qu'on puisse trouver des leaders charismatiques de la pointe de ce ministre des Finances dont vous avez su apprécier quand même l'éloquence et qui maîtrise sa matière, qui connaît son secteur. Il faut donc lui laisser la main pour qu'il continue. Pour qu'il continue les réformes majeures qui vont donner, un poids pour la relance de notre économie sur un certain nombre de plans. Un quotidien de la place estime qu'avec le gouvernement de la rupture, le Bénin va mieux. En quoi est-ce que le Bénin est en train de prospérer? Oui, le Bénin prospère. Il ne faut pas oublier de reconnaître, les efforts qui sont faits. Le ministre Wadaï, dont je salue même au passage, l'intervention ou bien son émission lumineuse de la dernière fois, parce que je l'ai suivi du début jusqu'à la fin et j'ai pu saluer quand même cette prime à la jeunesse. C'est un tout jeune ministre. Je le salue au passage. Maintenant, le Bénin se porte mieux parce que vous savez qu'on n'a pas d'arriéré de salaire non encore épongé. C'est quand même très important. Sur ce plan social, les engagements de l'État sont en train d'être, respectés. Et je salue cela. Dans l'émission du ministre, il a quand même dévoilé pas mal de choses. Vous avez quand même appris qu'il y a eu pas mal, il n'y a pas si longtemps, cette affaire, ce scandale relatif au chèque d'impôt fictif. Il a relevé cela, il a expliqué comment cela se passe. Et ce qu'il a dit qui m'a beaucoup plus séduit, c'est relatif, au cri de détresse que lancent depuis quelques semaines déjà les agences de voyage. Justement, il a évoqué une dilapidation de l'ordre de 2 milliards. Évidemment. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a une formule possible pour endiguer ce genre de détournement? Non, vous savez, Alexis l'a dit, l'administration béninoise est ce qu'elle est. Peut-être que les réformes en cours vont permettre de nettoyer cette écurie de GIAS parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Vous avez beau mettre tout l'arsenal à leur trousse pour les empêcher d'agir de façon négative contre la République, mais ils trouvent toujours des subterfuges pour contourner un peu ce qui est mis comme barrière. Donc, c'est le Béninois qui est comme ça. Maintenant, je suis sûr que tel que ça se passe avec ces réformes en cours, les résultats ne sont pas pour longtemps encore parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de cris dans le pays comme quoi l'argent ne circule pas, les gens ne mangent pas à leur faim, encore que tout ça là est sujet à caution. Le ministre a dit à l'époque que les gens crient parce que l'argent de la fraude, c'est plutôt celui-là qui ne circule plus. Ceux qui travaillent, ceux qui sont toujours animés du désir de vivre à la sueur de leur front,
s'en sortent toujours à qui mieux. Donc, on ne peut pas dire que le Bénin se porte mal. Au contraire, moi, je me suis bien levé aujourd'hui. Je n'ai pas, disons, manqué de manger aujourd'hui. Je suis sûr que c'est le cas de chacun de nous ici. Oui, au cours de l'émission, il a parlé des PTA, les plans de travail annuels, et il y voit un lieu d'affaires, un clientélisme. En quoi est-ce que les PTA seraient quand même des plans d'affaires? Non, le ministre Wada, vous connaissez bien les ministères. En faisant cette affirmation, sait certainement de quoi il parle. Bon, maintenant, les ministères ou des organismes, elles ne peuvent pas évoluer toute une année sans programme de travail annuel. Ce qu'il y a à faire, c'est de voir là où il y a les goulots d'étranglement. Là où il y a des réformes à faire, il faut les faire. Ce qui me gêne, moi, fondamentalement, c'est que nos autorités voyagent beaucoup. N'est-ce pas à dire qu'on planifie les marchés à octroyer à tel ou tel entrepreneur? Mais lorsque vous laissez la latitude à l'homme, nous sommes de cette nature, lorsque vous lui laissez de la latitude où il a la possibilité de frauder, il va frauder. Et c'est pour ça que je dis qu'en voyageant et en voyant comment les choses se font ailleurs, il faut que nous trichions un peu. Dans d'autres pays développés, les contribuables ne sont plus en contact avec des hommes, mais avec des machines. Et cela diminue les marges de fraude. Donc, dans nos administrations également, je pense qu'il est de bon ton que nous puissions nous asseoir, imaginer quels sont les différents boulots d'étranglement qui empêchent notre administration d'évoluer et mettre un certain nombre de freins pour permettre aux cadres que nous avons formés à grands frais de contribuer au développement de notre pays. Si on ne le fait pas, nous serons là tous les jours à décrier les mêmes problèmes parce que ce que nous disons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Mais d'autres pouvoirs passés ont relevé ces incohérences, ces incongruités, mais on n'a pu rien faire pour les corriger. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de voir le mal continuer de nous ronger. Il faut qu'on puisse arrêter à un moment donné et que nous prenions des décisions fortes. En tant que gouvernant, en tant qu'autorité, on ne peut pas continuer à faire des déclarations intempestives sans que des décisions fortes ne suivent pour arrêter la saignée. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième sujet, affaire 18 kg de cocaïne. Les avocats de l'homme d'affaires, Sébastien Adjavon, ont effectué une sortie à travers laquelle ils réprouvent les propos tenus par les douaniers. Ils vont jusqu'à les accuser de manipulation. En quoi est-ce qu'il y aurait manipulation? Qui est-ce qui a intérêt à ce que des douaniers soient manipulés contre l'homme d'affaires Adjavon? Non, peut-être ils ont parlé de manipulation, pas forcément dans le sens où vous le prenez. Manipulation peut-être de l'opinion de la part de ces personnels de la douane. Moi, ce dossier a commencé à me chagriner quelque peu, moi, parce que vous n'êtes pas sans savoir comme moi que la justice a déjà sorti une ordonnance dans ce sens-là et pour situer les uns et les autres. Qu'on revienne sur une affaire déjà réglée par la justice béninoise, je me dis qu'on est en train de remettre peut-être en cause l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas trop bien pour un état de droit qu'on veut construire au Bénin. Autant me faire en sorte que chacun, si tant est qu'on a encore d'autres preuves pour ce même dossier, qu'on les exhibe devant le juge, cela aurait été plus galant plutôt que de se charcuter par médias interposés. Moi, je ne me retrouve pas trop dans ce débat de sourds qui se mène autour d'un dossier qui a quand même été déjà réglé. Je ne sais pas quelles sont les motivations des uns et des autres, encore que c'est l'administration de la douane qui est revenue à la charge avec ce dossier pour obliger les avocats conseils de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon à réagir. Donc, je voudrais que nous ramenions la balle à terre. On a besoin de toutes les énergies, comme on vient de le dire tout à l'heure, pour la réussite du programme d'action du gouvernement, qui est un programme très ambitieux et qui va quand même apporter beaucoup de plus-value pour le Bénin. Donc, autant laisser ces situations malheureuses qui ne vont que nous diviser dans le pays pour aborder maintenant les questions de développement qui nous incombent. Je voudrais plutôt que vraiment on réfléchisse à cela. Oui, Alexis Azouakin, Sébastien Adjavon a demandé 250 milliards de dommages et intérêts à l'État béninois. C'est après cela que la douane est sortie pour repréciser les choses. Y avait-il intérêt? Y a-t-il une opportunité du moins? Y a-t-il impertinence donc à vouloir creuser l'abcès? Non, moi je pense, comme le disait mon ami Béanzin, cette affaire de cocaïne nous empoisonne la vie en tant que Béninois. Moi personnellement, je suis outré de savoir que
nous continuons de traîner une histoire sale de cette nature-là, qui non seulement met aux prises un opérateur économique avec le pouvoir central, mais également porte une atteinte grave à l'image de notre pays au plan international. Parce que désormais, le Bénin est perçu comme une plaque tournante de la drogue. Et quand vous êtes perçu de cette manière, vous êtes épinglé et vous êtes sur la ligne rouge. Et c'est cela qu'il faut éviter pour notre pays. Moi, je pense, c'est vrai, Béazin disait tout à l'heure que la justice a réglé cette question, mais à mon sens, elle ne l'a pas entièrement réglée. C'est vrai qu'elle avait libéré les prévenus au bénéfice du doute, mais la justice, à mon sens, aurait pu ouvrir entièrement une enquête sur l'origine des scellés qui ont été traficotés ou pas, selon ce que les gens disent, pour nous situer véritablement sur les fondements réels de cette histoire. Faute de l'avoir fait, nous continuons de traîner une histoire. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que la bande béninoise s'est invitée dans la danse pour embrouiller davantage, disons, pour envenimer davantage l'affaire. C'est cela qui me gêne fondamentalement et il faudrait que nous puissions, comme le disait Béazin, reposer la balle par terre et que nous puissions aller à une table de négociation et nous entendre. C'est vrai, Sébastien Javron, je ne connais pas le poids de ces impôts dans la caisse de la trésorerie béninoise, mais même si c'est un peu qu'il apporte, je pense qu'il faut trouver les moyens de l'encourager à continuer à payer des impôts pour l'État. Et de ce point de vue, lorsqu'il y a des affaires du genre qui naissent, il faut que nous puissions nous asseoir entre Béninois pour nous dire les vérités qu'il faut nous dire et qu'on puisse nous dire maintenant, déposons la balle et allons de l'avant pour le développement de notre pays. Merci. Quatrième sujet, contrat Nocibé, État béninois. Des conditions préférentielles ont été accordées à cette société Nocibé, mais pas aux autres. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, des questions préférentielles à outrance, il faut ajouter ça plutôt parce que on se rappelle bien ce dossier. À l'époque, sous le règne du président Yahi, ici, on avait décrié la chose dans la presse, mais vous savez un peu la méthode du président Yahi, c'est qu'il fonce parfois tout droit pour des raisons qui lui étaient toujours restées propres. Donc voilà, nous voilà devant le fait accompli. Ce contrat est aujourd'hui remis en cause parce que décrié par tous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'on a fait la part belle à cette société, au détriment même des autres qui opèrent dans le même secteur, raison pour laquelle, à l'époque, je me rappelle que le ciment, évidemment, qui était devenu une perle rare à l'époque, est quand même revenu à la disposition du Béninois moyen. Je suis vraiment heureux de le constater, mais dans le même temps, sur le plan des apports de ces sociétés aux caisses de l'État, on a senti que les autres sociétés étaient tout simplement maltraitées à travers les nombreux avantages qui étaient accordés à cette société. Donc aujourd'hui, il faudrait forcément que le gouvernement actuel travaille à remettre un peu toutes ces sociétés qui opèrent dans ce secteur-là au même pied d'égalité, parce que le marché est le même avec ses aléas, avec ses contraintes pour tous les acteurs de cette filière ou bien de ce secteur-là. Donc il faudrait que la justice, l'équité puissent revenir pour que les uns et les autres se calment, parce que tout ce qui est aujourd'hui agité dans les médias, je me dis que forcément les autres qui étaient lésés durant tout le mandat, le second du président Yahi, ils ne devraient pas être aussi loin de ce dossier que ça. Oui, et avec toutes ces facilités offertes à la société Nocibé, elle avait donc la possibilité de vendre moins cher. À quel risque les consommateurs sont-ils, du moins, ils demeurent, à quel risque sont-ils donc exposés? Permettez-moi de dire que le cas Nocibé ne doit pas être, disons, le seul. Vous vous rappelez, il y a 10 ans par là, des opérateurs GSM ont été mis sous haute tension parce que le pouvoir d'alors dénonçait le contrat qui les liait au Bénin et dénonçait le non-respect de leur cahier de charges. Et je pense qu'il y a des situations du genre qu'il faut ressortir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le ministre du Commerce, Lazare Seweto, a déclaré qu'il ne faut pas se précipiter pour résilier la convention qui lie Nocibé au Bénin. Et donc, moi, déjà, cette disposition d'esprit à faire en sorte que les différents protagonistes de ce dossier puissent s'asseoir sur la même table et négocier pour c'est-à-dire qu'on tend vers une révision du contrat. Ça peut, il faut d'abord discuter, relever les incohérences que contient cette convention et maintenant trouver la porte de sortie. Parce qu'il ne sert à rien
que de se précipiter. Ne peut-on pas harmoniser les contrats pour toutes les sociétés cimentières? Oui, je pense que cela ne peut se faire qu'après que les différents protagonistes devraient s'asseoir autour d'une même table de négociation et parler. Et inviter à cette même table de négociation tous les autres acteurs qui interviennent dans le secteur. Si on ne le fait pas et qu'on traite les choses à la tête du client, on va toujours se retrouver dans des situations du genre. Oui, il faut l'éviter. La société avait je pense que la révision s'impose, elle s'impose et puis on doit y aller. Et je suis sûr que la position du gouvernement qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, elle ne doit pas être loin de ce que je dis là, parce que la plateforme cimentière est la même pour toutes les sociétés qui opèrent au Bénin. Donc on ne va pas créer cette division, mais cette tension inutile entre elles. Encore que la Nocibé a eu quand même le temps de bien profiter de ces nombreux avantages à lui offerts par l'ancien régime. Donc il faudrait qu'elle se prépare aujourd'hui à revenir aux normes. Donc, avec cette condition préférentielle, est-ce que la Nocibé a quand même pensé octroyer des bénéfices sociaux à la population? Je suis sûr que dans Diawéré, où elle est implantée, on doit avoir ces choses qui se chiffrent en termes de modules de classe, disons, proposés, offerts aux apprenants et d'autres infrastructures sociaux communautaires, c'est sûr. Je ne suis pas descendu à vérifier, mais il y a quand même un bénéfice social qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand la Nocibé a commencé à produire son ciment, le coût à la tonne a chuté pour tout le monde. C'est ça qui a justifié même autant de chantiers que nous voyons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, pendant le règne de Yahi, avant même le démarrage de la société Nocibé, la tonne de ciment était même à plus de 100 000 francs CFA à l'époque. Aujourd'hui, on en est jusqu'à moins de 70 000. Donc c'est déjà heureux que la Nocibé ait pu travailler à ramener ces coûts-là un peu plus bas. Est-ce que des dispositions sont prises, des dispositions sanitaires pour amortir le choc des problèmes que peut créer une cimenterie? C'est réel qu'il y a des problèmes de nuisance liés à l'environnement qui se posent. Oui. Est-ce que par rapport à ça, Nocibé a respecté son cahier de charge? C'est là qu'il faut voir. Je pense qu'en voulant régler ce problème de la révision de la Convention, il faut faire en sorte que cela se fasse de manière globale, aussi bien que pour les problèmes, disons, les problèmes sociaux qui se posent, les problèmes de l'environnement qui se posent par rapport à l'implantation de cette usine, le problème d'harmonisation des coûts. Parce que lorsque nous révisons cette convention et que nous ne faisons pas attention pour maintenir, disons, le prix de la tonne dans une certaine marge qui permette, disons, aux populations béninoises d'acquérir la tonne de ciment à moins de coûts, nous allons tomber dans d'autres travers qui ne seront pas du tout, disons, bonnes pour l'avenir de notre pays. Oui. Autre sujet, affaire d'Agnovo. Le député d'Akpé Soussou veut en savoir. Il pose la question suivante donc, aux honorables députés. De l'évolution du dossier d'Agnovo. À quand justement la relance de ce dossier? D'Agnovo, jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne peut pas dire qu'il est mort. Ce qu'on sait, c'est qu'il est porté disparu depuis 2010, hein, depuis août 2010. Ils sont bons. Donc, tout fait même de ne pas reconnaître ça parce que M. Daïvo, au dit de sa famille, c'est un homme d'une certaine taille et le cadavre qu'on leur a juste la femme. Il ne faut pas oublier qu'avant la fin du règne du président Yahi, après une audience à laquelle a participé celui-là qui était son présumé assassin, c'est-à-dire le charlatan Alofa, on a quand même assisté à des dénonciations indescriptibles qui peintent en noir. Ouais, donc c'est un problème entier et il faut forcément qu'on rouvre ce dossier pour exact parce que
plus personne n'en parle, c'est un dossier classé. Et je crains que dans le même sillage, le dossier d'Anivor ne devienne cela. C'est vrai qu'au niveau de la justice, le dossier est pendant, mais il y a certainement beaucoup trop de mystères autour de cette affaire. Le présumé assassin qui parle et qui se dédie demain. Ouais, donc il y a trop de choses qui entourent cette affaire. Et moi, je ne commence pas à douter de ce que l'on puisse conduire cette affaire jusqu'au bout pour nous dire quels sont les vrais acteurs qui ont trempé dans la mort ou dans la disparition de notre compatriote. Des raisons de douter, justement, des raisons de douter, puisque ces avocats qui sont quand même dans les conditions aujourd'hui de relancer le dossier ne disent plus rien. Oui, vous savez, le dossier peut avoir également des relents politiques. Donc, pour peu qu'on veuille titiller certaines personnalités politiques, on peut réveiller cela parce que vous savez que derrière ce crime, forcément, il doit y avoir des choses que les gens peuvent savoir. On peut imaginer, on peut faire toutes les conjectures aujourd'hui. Donc, ça peut avoir des relents politiques. Et là-dessus, qu'un député à l'Assemblée le soulève aujourd'hui, je me dis que attendons, serait réservé à ce dossier. Dernier sujet, réplique de Gbadamassi Rachidi à Sébastien Adjavon. Il fustille les propos tenus par l'homme d'affaires et demande au peuple de soutenir le candidat Patrice Talon. Que vous inspire, justement? Moi, de plus en plus, je me méfie de ces acteurs politiques parce que Gbadamassi, je le revois comme un acteur privilégié, très proche de Sébastien Adjavon. Hier, dans la campagne, il était au premier plan. Aujourd'hui, qu'il tienne un langage qui ne se situe plus dans la même veine de ce qu'il disait par le passé. Moi, tout ça fait que moi, aujourd'hui, j'ai tellement de doutes sur les acteurs politiques et quand ils prennent leurs propos avec des pincettes. Il est seul à savoir ce qu'il a dit, ce qu'il veut dire à travers cette réplique. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il faut que ceux-là qui gravitent autour du pouvoir laissent la quiétude au peuple béninois et qu'ils cessent d'agiter des affaires qui n'apportent rien à notre pays. Des mécanismes par lesquels, s'il y a bruit entre le président Patrice Talon et des acteurs politiques, qu'on puisse leur indiquer le chemin approprié qu'il faut pour les la même table et la même pour aller de là. Bon, Gbadamassi, vous savez, vous le connaissez, on est quand même quel genre de politique ce monsieur est dans notre pays. Il se fait appeler professeur agrégé et titulaire de chaire en politique. Donc, c'est peut-être cela qu'il exprime à travers ces dernières déclarations qui sont quand même, à mon sens, tristes parce que on l'a quand même Sébastien Adjavon comme un avant-gardiste. Il y en a qui viennent se dédire de fond en comble aujourd'hui. Donc, c'est son droit le plus absolu de le faire. Oui. Donc, c'est un habitué de ces renversements de situation, de ces volte-face. Donc, moi, il ne m'inspire. Et c'était la femme qui était porteuse du scénario à l'AFIA. Malheureusement, les peuples étant ce qu'ils sont, c'est plutôt pour le scénario Wakala que les Américains avaient opté. Aujourd'hui, nous sommes dans ce même cas aujourd'hui où c'est plutôt la femme qui est porteuse du scénario Wakala dans le cas de la France, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les positions Il est le candidat des riches, alors que l'autre dame, la dame du moins
Pour vos interventions. Alexis. Vous êtes passé sur ce plateau. C'est moi. Oui. Arnold. Je m'y plais bien. Merci beaucoup à vous et avec plaisir. Nous allons Merci retrouver sous peu. à tout moment. Tout de suite, donc, le médiateur à la Dayan. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Mesmer. Oui, vous n'étiez pas présente la dernière fois. Bien évidemment, il arrive que des problèmes au niveau de la famille vous éloignent un peu de l'antenne. Hein. Voilà. Alors, le 3 mai prochain, c'est la journée internationale donc, de la liberté de la presse. Nous allons donc faire avec vous un petit tour d'horizon. Que dire donc de l'opportunité de la célébration de cette journée? On va dire que déjà le 3 mai, parce que c'est le 3 mai prochain, c'est vraiment une opportunité de haute importance pour les professionnels des médias, pour la communauté internationale qui, à travers cette journée, permet à chaque nation de célébrer encore les principes fondateurs de la liberté de presse. Et nous savons que ça a été acquis de haute lutte, la liberté de presse dans chaque pays, notamment aussi dans notre pays, le Bénin, où on affirme dans notre constitution, la loi fondamentale, que nous devons permettre donc de publier, de faire des communications par les médias traditionnels et bientôt, bien évidemment, les nouveaux médias pour exprimer les diverses opinions de la nation. Donc il faut dire, pour le bref rappel, que c'est à Windhoek qu'en 1992, l'idée a germé au cours d'un séminaire sur la déclaration d'une presse indépendante africaine. Et l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé en 1993, le 20 décembre notamment, que ce jour, le 3 mai, soit consacré à la journée mondiale de la liberté de presse. Et depuis, nous le célébrons au Bénin. Donc, on proclame, c'est une occasion pour célébrer les principes fondateurs, c'est une occasion pour évaluer la liberté de presse et c'est également une occasion pour permettre aux médias de se défendre un peu contre les attaques contre leur liberté d'expression. Alors, la célébration 2017 intervient dans un contexte de migration de l'analogique vers le numérique. Quelles devraient être les priorités? Bien, les priorités, d'abord, on va dire qu'il y a des priorités pour les gouvernants, c'est-à-dire tout ce qui entre comme autorité dans la chaîne de décision et de gestion de la migration de l'analogique au numérique. On va dire le gouvernement, on va parler de l'autorité de l'audiovisuel de la communication, l'ODEM, on va parler du ministère de tutelle économie numérique et communication, on va parler de l'ARCEP, l'autorité transitoire de régulation de la migration vers, en tout cas du numérique. Tous ces acteurs-là ont plutôt intérêt aujourd'hui à prioriser, à harmoniser leur position, à nous donner un calendrier pour une date butoir, parce que nous sommes en 2017, nous avons raté l'opportunité du passage en 2015, et donc nous sommes déjà en mai. Qu'adviendrait-il pour le Bénin? Est-ce que nous passerons véritablement à ce passage-là? Et également, il devrait vulgariser les textes réglementaires, les textes de loi, essayer également de nous donner les priorités ou ce qui est déjà fait en matière d'équipement pour rassurer notamment les foyers, les ménages, rassurer les promoteurs, nous rassurer, nous les professionnels des médias, beaucoup communiquer autour et vulgariser. C'est ce qui les attend. Justement, que dire donc de l'attitude des professionnels des médias pour réussir le passage? Eh bien, on nous invite à une numérique attitude, c'est-à-dire qu'il faut nous préparer, il faut connaître les textes déjà de notre organisation professionnelle, il faut également connaître les textes de la migration, essayer de se renseigner, de se former pour que nous ne rations pas le coach. Voilà ce à quoi nous invitons. Et je voudrais dire quand même, inviter pour le clin d'œil, puisque le 3 mai prochain, nous aurons cette célébration, je voudrais attirer notre attention sur le rapport national
sur l'état de la liberté de presse au Bénin. C'est une édition de 2014 qui est faite par l'ODEM et qui va permettre de faire l'état des lieux et ce serait avantageux pour chacun des professionnels de le lire, de l'avoir et de le lire. Voilà. Merci à vous, Jocelyne Aladaye Dayan. Merci à vous. Merci, merci à tous pour votre écoute. Ce sera tout donc pour cette émission que nous remercions d'avoir suivi. Vous pouvez en suivre la rediffusion demain après le journal de 23h. Portez-vous bien. Bye bye.